Bonsoir. Vendredi 29 juin 2018, le programme du soir sur New World Info, le décryptage pour débuter. L'Union africaine en sommet à Nouakchott, la capitale mauritanienne, les réformes et la lutte contre la corruption au cœur du sommet, le 31e de ce genre. Nous en parlons avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les dirigeants de l'Union africaine se retrouvent dimanche à Nouakchott pour un sommet axé sur le renforcement de l'intégration continentale, un des chantiers engagés par le président rwandais Paul Kagame au moment où l'Afrique est confrontée à l'exode de sa jeunesse. Dans la capitale mauritanienne dotée d'un nouveau centre de conférence et de nouvelles routes, les hôtels affichent complet pour ce 31e sommet ordinaire de l'Union africaine qui doit réunir une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que le président français Emmanuel Macron. Alors, Paul Kagame doit présenter un nouveau rapport sur une réforme institutionnelle de l'Union africaine. Alors, les sommets, Mamadou Diouf, se multiplient et se ressemblent. Est-ce que fondamentalement quelque chose change? Fondamentalement, malheureusement, beaucoup de choses ne changent pas, pour ne pas dire quelque chose change, parce que si beaucoup de choses changeaient, ces sujets que l'on voit revenir sur plusieurs sommets, on ne les aurait pas vus. Ce n'est pas la première fois qu'on pose le problème de la lutte contre la corruption. Ce n'est pas la première fois qu'on pose les problèmes de réforme. Qu'on se rappelle du sommet de Sirte qui avait vraiment boosté cette question de l'Union africaine, mais entre tout ce que cela avait créé comme espoir au sortir de ce sommet et là où nous sommes aujourd'hui, il faut dire que l'Union africaine est en train de marcher très très lentement. Je crois que le sommet de Mauritanie, peut-être parce que c'est le président Kagame qui sera devant, et quand il a pris l'Union africaine, il avait dit qu'il va faire en un mandat, il va faire bouger les choses. Il y avait eu déjà un sommet chez lui pour la zone de libre-échange. Il y en a actuellement au niveau de la Mauritanie. Espérons qu'avec lui, peut-être, il y aura un coup de fouet pour que ce sommet-là ne ressemble pas aux autres sommets. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la lourdeur légendaire des dirigeants africains? Il y a plusieurs choses qui ne marchent pas au niveau de l'Union africaine. Moi, aujourd'hui, je me pose même la question, est-ce que certains chefs d'État sont sur la même longueur d'onde que l'Union africaine? C'est-à-dire, est-ce que ces gens sont véritablement dans une perspective d'accepter que leur pays soit une partie de l'Afrique? Parce que quand on est sorti de Sirte, c'était ça. On parlait même de gouvernement, que chaque président devienne un gouverneur dans son pays, qu'il y ait un président de l'Union africaine, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que certains pays même sont en train de vouloir se diviser en deux. D'autres pays sont en train de lutter entre eux. Donc l'Union africaine n'est vraiment pas sur le marché aujourd'hui. Et moi, je me dis que, en termes de volonté politique, il y a quelque chose qui manque chez un certain nombre de chefs d'État. Et c'est pourquoi on traîne les pieds sur un certain nombre de dossiers. Et comme c'est une union, souvent, il faut qu'un certain nombre de personnes signent avant que les choses puissent avancer. Il faut ensuite aller à l'Assemblée pour faire accepter ça par les textes du pays. Quand le président se met à traîner les pieds, c'est l'Union africaine également qui traîne les pieds. Alors, pour ce 31e sommet, on dit que la corruption, les réformes seront au cœur. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Donc, le dire, est-ce que c'est un coup de communication? Bien sûr, il y a une partie coup de communication, surtout quand ça concerne la corruption, puisque c'est un des fléaux dans les pays africains aujourd'hui. Et il est bon que l'Union africaine se penche sur cette question, parce que tous les rapports qui sont sortis par, que ce soit Transparency International, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand on pose les problèmes de l'Afrique, tout le monde met le doigt sur la corruption. Nos mauvaises routes, c'est la corruption. L'absence de matériel dans nos hôpitaux, c'est la corruption. Nos armées qui sont mal équipées, c'est la corruption. Donc il y a un sérieux problème avec la corruption qui ressemble à la limite même à une endémie dans certains de nos pays. Et le Fonds monétaire, c'était le Fonds monétaire et la Banque mondiale, je crois plus à leurs sanctions. Puisque nos pays les connaissent très bien et nos pays connaissent très bien leurs sanctions. Mais l'Union africaine, malheureusement, n'a pas encore fait des preuves en la matière. Je me dis que l'Union africaine peut regarder ce qui se passe au niveau de la CEDEAO avec ces tentatives d'homogénéisation d'un certain nombre de procédures. Je pense au marché public, par exemple. Ce n'est pas encore parfait, mais le fait qu'au niveau de l'UEMOA, qu'on ait essayé d'harmoniser ces questions de marché public, ça permet aujourd'hui de faire mieux que ce qu'on faisait auparavant.
Parce que si vous remportez un marché et je ne suis pas d'accord, je peux contester le marché aujourd'hui et en contestant le marché est suspendu. Ouais. Les choses sont publiées également par le net. Tout le monde peut voir qui a dit quoi, qui a gagné quoi, pourquoi. Donc il y a un pas qui est fait, mais on a contourné ça par le marché de gré à gré. De sorte que ce qu'on ne pouvait plus faire ici, on est allé le faire de l'autre côté en rendant toutes les opérations urgentes, en disant que la procédure est trop longue et vu l'urgence de l'opération, on a consulté 2 ou 3 personnes et la corruption est revenue pour reprendre sa place. Je me dis que si on regarde dans cette direction de l'UEMOA, qui est en train aujourd'hui, petit à petit, avec des textes qui sont des textes communs, de faire en sorte que nos pays se portent mieux en matière d'administration financière. Si l'Union africaine va dans ce sens, ils ne régleront pas immédiatement le problème de la corruption, mais il y a un plus qu'on va constater en termes de corruption sur le continent africain. Alors, il y a un autre grand point qui sera au menu des discussions, ce sont les questions de réforme et notamment la réforme financière parce qu'on parle de l'Union africaine, mais on oublie que 50% des recettes de l'Union africaine viennent des bailleurs étrangers et que ces programmes sont financés à 97% par les donateurs. C'est ahurissant. Mais c'est plus que ahurissant, mais à chaque sommet, on entend la même chanson. Et à chaque sommet, on retourne dans la même situation. Plusieurs fois, les gens ont tapé du poing sur la table. Mais ce qui devait régler cela, c'est que quand les pays africains sont membres de l'Union africaine, il y a une cotisation, comme dans toutes les associations, même d'individus. Est-ce que les pays cotisent? L'Union africaine n'a qu'à publier, parce que c'est ça aussi, ils n'ont qu'à publier la liste des pays qui ont cotisé et la liste des pays qui n'ont pas cotisé. Parce que c'est une façon également de secouer un peu le baobab pour que les gens réagissent. Mais si les gens ne sont pas en mesure de cotiser, d'où va sortir le financement de l'Union africaine? Maintenant, si l'Union africaine finance ses projets, si l'Union africaine finance son fonctionnement par des ressources qui viennent de l'extérieur, mais parler d'autonomie financière, cela pose problème. Quand on n'a pas l'indépendance sur le plan économique, généralement, il est difficile d'avoir une indépendance sur le plan politique. On l'a vu quand certains problèmes se posent, le cas de Kadhafi, on n'a pas senti l'Union africaine. Parce que ceux qui étaient contre Kadhafi faisaient partie également de ceux qui mettaient la main dans la poche pour l'Union africaine. Pourtant, Kadhafi mettait également fortement la main dans la poche pour l'Union africaine. Donc, il est indispensable que la première chose, que les États se mettent à jour par rapport à leur cotisation. Maintenant, après la taxe qu'ils proposent sur les transactions pour que ça permette à l'Union africaine d'avoir quand même un certain nombre de ressources, si la taxe est adoptée par tous les pays, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la taxe aura des répercussions au niveau de chacun de nos pays où il y a déjà des difficultés sur le plan économique, cette taxe pourra peut-être permettre de donner un peu de souffle sur le plan économique, mais ça ne réglera pas pour le moment l'indépendance financière de l'Union africaine. Alors, ça veut dire que la question même de l'autonomie financière de l'Union africaine, ce n'est pas un sommet qui va la régler. Mais non, il faut que l'Union africaine accepte de... En fait, pour moi, l'Union africaine doit pouvoir regarder ce qui se fait dans l'Union européenne. Les pays sont sanctionnés là-bas. On les voit parfois avec des sommets, ça chauffe parce qu'il y a des règles qui sont là, il y a des gens qui veulent déroger aux règles, il y a d'autres qui sont là qui disent non, les règles sont là, il faut qu'on respecte les règles. Mais nous, malheureusement, ce discours franc, il est rare dans nos sommets. Généralement, chacun va aller rencontrer l'autre président, on va le montrer dans la télévision de son pays en disant qu'il a eu des audiences avec 5 présidents pour montrer qu'il a eu un carnet de visites très intense pendant le sommet. Mais ça, c'est je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est de la peinture diplomatique. Concrètement, on a réglé quoi? Et c'est ça le vrai problème. Il faut qu'on aille vers l'Union européenne, ce que les gens font. Il y a des règles pour les déficits, il y a des règles pour tel aspect, il y a des règles pour tel aspect, et le pays qui ne les respecte pas est sanctionné. Tout est prévu, et le pays est obligé de se soumettre à ces sanctions-là. Mais malheureusement, nous sommes très loin de cela. Et c'est la raison pour laquelle, même si on insiste sur cette taxe à mettre sur certaines opérations économiques, si un pays ne cotise pas, on fait quoi? Si le pays ramasse les taxes et ne remet pas à l'Union africaine, on fait quoi? On retourne à la case de départ avec des cotisations qui ne sont pas versées par les États. Et en ce moment, il ne sera pas nécessaire également de parler d'autonomie financière parce qu'il n'y aura pas grand-chose dans la caisse. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant dans ce 31e sommet, c'est la présence du président français. On s'imagine mal un sommet de l'Union européenne avec des chefs d'État africains.
Bon, je me dis qu'on l'a invité pour ne pas être méchant. Bon, mais en fait, il n'est pas dans le sommet de façon globale parce que lui, il vient pour un cas particulier. C'est la question du G5 Sahel. Puisque on n'aime pas qu'on le dise, mais la France a fortement participé à la création du G5 Sahel parce que la France veut s'appuyer sur le G5 Sahel pour retirer ses soldats. Il faut dire les choses comme elles sont. Lui, il est surtout là pour cela, pour que l'Union africaine s'approprie ce G5 Sahel et que sur le plan économique, puisque ça avance petit à petit, ils n'ont pas encore rassemblé l'ensemble des fonds, que les Africains également se sentent concernés par ce G5 Sahel, parce que c'est des problèmes de l'Afrique que c'est en train de régler. Donc il est plus là pour cette question du G5 Sahel que pour le sommet de l'Union africaine de façon générale, parce qu'il ne va pas venir quand même pour chapeauter l'Union africaine. Je crois qu'il y a des présidents là-bas qui ne l'accepteraient pas. Déjà, au niveau du G5 Sahel, puisque nous évoquons la question de financement, ce n'est pas l'Union africaine qui finance. La France contribue énormément. Bien sûr, la France, l'Arabie saoudite, les États-Unis un peu moins, puisqu'ils n'ont pas trop accepté. Ils ont essayé d'aller à l'ONU même. Les États-Unis ont un peu bloqué. Ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient de l'ONU. Et certainement, ce qu'on veut faire avec l'Union africaine, c'est un pas pour aller ensuite vers les Nations Unies, pour que ces forces soient un peu considérées comme des forces des Nations Unies, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on donne comme argent et matériel à ces soldats qu'on appelle des casques bleus et qui interviennent au nom des Nations Unies. Alors, nous avons une Union africaine qui est incapable de financer son propre fonctionnement. Les questions sécuritaires, elle est incapable de les financer. C'est-à-dire, on a une union de façade, j'allais dire. Ben, les textes sont très avancés, ça il faut le dire. On a des choses intéressantes dans les textes. Dans la pratique, on a énormément de problèmes. Ça, il faut clairement le dire. Quand il a fallu créer le G5 Sahel, les premiers qui s'étaient opposés, c'est le problème qu'ils avaient posé. 5000 soldats. Qui va équiper, qui va transporter même les soldats pour amener au Mali, parce que parfois, même les pays qui donnent les soldats n'ont pas le matériel de transport de troupes pour envoyer les soldats sur les lieux qui sont indiqués. Et effectivement, ceux qui au départ étaient très sceptiques sont en train d'avoir raison, parce que cette force qu'on peut considérer comme une force africaine, quand on va regarder la part du financement des Africains eux-mêmes dans cette force, ça va être vraiment la part la plus petite. L'essentiel du financement va venir de l'extérieur de l'Afrique. En ce moment, est-ce que cette force-là a de l'avenir? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que l'année prochaine, ceux qui avaient financé cette année vont financer à nouveau au même coût? Surtout que la force commence à rencontrer des problèmes, parce qu'on en avait parlé ici avec la douzaine de Maliens qui avaient été exécutés dans un marché. Le rapport qui est sorti, qui a été fait par la MINUSCA est très clair. Et malheureusement, c'est ces groupes du G5 Sahel, des Maliens en plus, sous la casquette du G5 Sahel, qui sont responsables de cet assassinat de 12 personnes, qui va poser problème déjà à un groupe qui n'est pas encore fonctionnel. Il y a quand même aussi un point qui paraît assez hypocrite de la part de l'Union africaine, c'est qu'elle va discuter d'un certain nombre de pays en crise, notamment le Soudan du Sud, des pays où on ne la voit pas vraiment impliquée. Oui, c'est comme d'habitude. Quand il y a des crises dans les pays, l'Union africaine a cette façon de laisser le temps passer. C'est comme si on laisse pourrir d'abord la situation. Quand ça arrive maintenant à un point où tout le monde se plaint, où tout le monde dit où est l'Union africaine, c'est en ce moment que vous allez voir les gens se lever pour jouer à la limite aux médecins après la mort. Avec la Libye, c'était comme ça. Pendant l'embargo, c'était comme ça. On est resté à ne rien dire, à ne pas bouger, jusqu'à ce que ça atteigne un certain niveau, avant que les gens ne bougent. Pendant que les forces étrangères sont venues organiser ce coup contre Kadhafi en Libye, c'était la même chose. Avec le Soudan du Sud, c'est la même chose. La guerre est là depuis 5 ans. La Somalie est là. De façon générale, c'est des pays qui sont à côté et qui risquent de subir les conséquences de la déstabilisation de leurs pays voisins, qui finalement prennent le devant. Ce n'est pas l'Union africaine, c'est ces pays qui prennent le devant. On le voit avec la Somalie, c'est le Kenya, c'est l'Ouganda. À chaque fois, c'est les pays qui sont à côté, qui essayent de contenir un problème qui peut s'élargir et se retrouver au niveau de leur pays. On parlait ici de force d'intervention rapide, puisqu'on parlait des sommets. Combien de sommets on parlait de cette force d'intervention rapide qu'il faut mettre en place pour pouvoir intervenir très rapidement partout sur le territoire africain. Jusqu'à aujourd'hui, cette force-là, on ne la voit pas. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est vendredi, c'est le jour du sport. Après la pause, on retrouve l'invité sport.